Édouard, on se retrouve dans un endroit bruyant, forcément. C'est la règle de cette interview. Mais j'avais quand même une question sur... aujourd'hui, on va faire quand même une interview un peu longue. Je regarde l'heure, comme ça je pourrais faire le time-lapse. Je voulais qu'on parle un peu longuement et de façon rétrospective de nos affaires russes, de nos discussions russes. Alors évidemment, quand on a prévu de faire cette interview relativement longue, on n'était pas encore complètement au courant de ce qui allait se passer avec M. Prigojine et avec le groupe Wagner. Donc nous sommes obligés d'en parler. Mais donc, ce que je vous suggère, mes amis, c'est que on parlera ensuite du sujet de la question que vous posez tous, à savoir, est-ce que Édouard Husson est payé par Vladimir Poutine? C'est une question à laquelle je vais répondre sans faux semblant. Tu vas sortir ta liasse de roubles. Ouais. Il va nous parler de ça. Mais d'abord, on parle de Prigojine, de l'affaire Wagner, de Rostov-sur-le-Don. Est-ce que réellement le mercenaire a retourné ses armes contre son payeur, son donneur d'ordre, comme dans Salammbô? Est-ce que nous sommes dans un roman de Flaubert? Nous sommes dans une situation éminemment romanesque, puisque Prigojine connaît Poutine depuis les années 1990, les années de Saint-Pétersbourg. À l'époque, il était simple vendeur de pizza. Il a fait un peu de prison. Il a été sorti de prison. Pour de pizza illicite. Pour pizza illicite. Ils ont ces idées, les Russes. On a bien fait de ne pas les prendre dans l'Europe. Et il a fait de la prison, il est sorti de prison, et là, Poutine l'a fait entrer dans son clan élargi. En quelle année à peu près? C'est vers la fin des années 90. Alors, ce qui fait que Prigojine s'est toujours réclamé de ce vieux lien, et c'est vrai que Poutine, comme beaucoup d'hommes politiques, comme beaucoup d'hommes d'État, est aussi un homme de clan. Il a besoin de fidélité, de loyauté qui transcende les événements et les partis aussi, évidemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, cet ancien vendeur de pizza a développé un business beaucoup plus juteux, qui est une compagnie militaire privée, qui peut ressembler à ce qu'on connaît aussi dans le monde anglo-saxon, pensons à Blackwater par exemple, mais ce qui caractérise cette compagnie militaire privée, c'est qu'elle est vraiment devenue une petite armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui a été engagée sur un certain nombre de fronts en Syrie, et puis aussi, sans qu'elle ait forcément à livrer des batailles, mais en Afrique pour protéger des intérêts russes. Alors, on les a vus au Mali, semble-t-il. On les a vus au Mali, d'ailleurs. On a dit que c'était eux qui avaient chassé les Français. On ne prête qu'aux riches, et effectivement, la réputation de Wagner est pour les uns détestable, pour d'autres admirable, du point de vue russe. Toujours est-il que les Wagner ont joué un rôle essentiel dans la prise de Bakhmout, Artyomovsk, on s'en souvient, qui a duré de longs mois, et ce sont eux qui ont fini, grâce à leur connaissance des batailles urbaines, ce sont eux qui ont fini par chasser l'armée ukrainienne de ce qui était un véritable fort ou une série de forts. Alors, à partir de là, il est certain que Prigojine s'est senti a senti que l'État russe était redevable à son égard, et a jugé qu'il avait pratiquement sauvé la Russie dans une guerre qui apparemment avance lentement, en débloquant quelque chose de décisif. Le problème de Prigojine, c'est qu'il ne connaît pas ses limites, puisque oui, il a fait quelque chose d'essentiel à Bakhmout, mais à côté de ça,
l'armée régulière préparait les fortifications qui devaient briser l'offensive ukrainienne que nous voyons en ce moment. À côté de ça, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, mène la bataille géopolitique. Et il y a beaucoup d'autres secteurs de l'État ou de la société russe qui sont partie prenante de l'effort de guerre. Alors, moi j'avais été très frappé dans les 3 dernières semaines par un changement. Ce changement, c'était d'abord le fait qu'on l'avait dit, Vladimir Poutine, pour la première fois, commençait à parler de la conduite des opérations militaires, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là, et d'autre part, on voyait le commandement militaire, les 2 ennemis jurés de Prigojine, ce qu'il dit, Shoigu, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le commandant en chef en Ukraine, eh bien, reprendre en main les compagnies militaires privées. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que Wagner, hein, il y en a d'autres. Elles sont moins connues ou pas connues. Tu peux nous en citer quelques-unes? J'ai pas forcément les noms en tête, mais on les donnera. Ce qu'on lit, c'est qu'il y en a une bonne vingtaine. Donc des groupes de mercenaires. Des groupes de mercenaires qui sont bien moins bruyants que Prigojine et Wagner, et qui ont accepté dans les dernières semaines de se placer entièrement sous l'autorité de l'armée russe, du ministère de la Défense, et donc du commandant suprême, Vladimir Poutine. Ce que Prigojine refuse depuis plusieurs semaines. Alors ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était que Prigojine allait aller beaucoup plus loin, et c'est ce qui se passe depuis hier après-midi. Quand tu dis on ne pouvait pas le prévoir, est-ce qu'il n'y avait quand même pas des signes annonciateurs d'une hubris, comme on dit, d'une morgue de Prigojine, de son sentiment de supériorité sur le reste de la direction de l'armée russe, du commandement de l'armée russe? Alors, je suis d'accord, il y a toujours des signaux faibles et peut-être même moins faibles, et peut-être que, par exemple, dans les lectures que je fais quotidiennement pour me tenir au courant, la veille que je fais, j'ai laissé passer des choses. Après coup, on se dit, ah oui, je n'avais pas vu ça. Par exemple, alors, si on va donner quelque chose d'absolument essentiel, dans les documents du Pentagone qui ont fuité il y a 2 ou 3 mois, on voyait mentionner de possibles tractations entre Prigojine, Wagner et l'armée ukrainienne pour des échanges de prisonniers. Alors les Américains allaient même jusqu'à dire en échange de rendre des prisonniers russes, Prigojine apparemment serait, des soldats de Wagner d'ailleurs, hein, Prigojine était prêt éventuellement à donner des informations sur les mouvements de l'armée russe. Donc pas ce qu'il faisait lui, mais ce que faisait l'armée. Bon, il faut se méfier, on ne sait pas le statut de ces documents américains qui ont fuité de manière opportune ou pas. Sont-ils complètement authentiques? Certains disent oui, mais toujours est-il qu'il y avait des informations qui circulaient. Mais comme toujours, on ne fait pas forcément attention aux bonnes informations. À partir de là, malgré tout, on franchit un seuil, parce que ça n'est pas la première fois que Prigojine a le sentiment d'être marginalisé. Déjà en Syrie, il l'avait été, il avait rendu des services, et puis après ça, Poutine l'avait écarté. Donc on n'a pas de raison de penser qu'il irait plus loin cette fois. Or, depuis hier après-midi, comme on le sait, il va beaucoup plus loin, puisqu'il a commencé d'abord à faire une série de déclarations qui sont étonnantes, parce qu'on dirait de la propagande occidentale sur les échecs de l'armée russe, sur le fait qu'il y a beaucoup de propagande de guerre du côté russe, etc., etc. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible, sauf que quand il y a des choses qui sont objectivement fausses. Quand il dit que l'armée ukrainienne n'a jamais bombardé que les milices paramilitaires du Donbass et jamais les civils entre 2014 et 2021, c'est faux. On sait très bien que c'est faux. Lorsqu'il dit que l'armée russe a battu en retraite à certains endroits du fait de la contre-offensive ukrainienne, là aussi on sait que c'est faux, puisqu'on a une vision très claire de la ligne de front, et on sait où il y a eu quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres gagnés par les Ukrainiens,
mais on sait aussi que la première ligne de défense n'a toujours pas été atteinte. Donc on pouvait se demander les motivations de Prigojine. Là-dessus, il sort une vidéo inénarrable sur laquelle il explique que Wagner a été visé par des missiles de l'armée russe. Alors même des attaques d'hélicoptères. Alors ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Même les anti-poutiniens les plus féroces, les plus fervents, n'accordent pas beaucoup de crédit, voire pas du tout, à cette vidéo publiée hier par Prigojine. Bon. Et puis, surtout, à partir du soir, on a entendu... Alors, ce qui pour moi, jusque-là, je pensais qu'il y avait beaucoup de cirque, parce que Prigojine nous a habitués à des déclarations intempestives et à des numéros d'acteurs. Mais ce qui m'a fait comprendre que c'était sérieux, c'est hier soir, le général Sourovikine, qui est donc le commandant en second maintenant de l'armée russe en Ukraine, et qui a appelé Prigojine et les hommes de Wagner à respecter la fraternité d'armes. Donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Ensuite, on connaît tout ça sur les réseaux sociaux. Hier soir, il y avait des rumeurs qui allaient de tous les côtés. Alors peut-être que nos lecteurs ont trouvé qu'on mettait un peu de temps à réagir, mais moi j'ai préféré que la poussière des rumeurs retombe, et ce matin on y voyait plus clair. Donc à partir de ce matin, on a commencé à alimenter un fil. Je vous incite à le suivre. C'est le fil Restez libre sur Telegram, voilà, qui est gratuit, profitez-en. Et donc on commence à voir qu'il y a bien effectivement quelque chose qu'on peut qualifier de rébellion de la part de Wagner. Alors quand on dit de la part de Wagner, actuellement on n'arrive pas à savoir si tous les hommes de Wagner suivent Prigojine, ils sont liés par contrat, ou bien si c'est simplement certains d'entre eux. J'ai lu des analyses selon lesquelles il y a des tas de sous-unités de Wagner qui étaient encore en train de s'entraîner et qui étaient au courant de rien. Bon, difficile de savoir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Wagner est installé en particulier à Rostov, et on a vu des images où les hommes de Wagner, sans être très agressifs, mais avaient entouré le quartier général du commandement militaire sud du front ukrainien qui se trouve à Rostov. Alors là-dessus est venue ce matin vers 10h la diffusion d'une émission, d'un discours de Vladimir Poutine, qui a surpris par la virulence des propos, puisqu'il a parlé ouvertement de trahison. Il a fait référence à 1917 et il a dit que tous les responsables de sédition, de révolte, seraient sévèrement punis. D'ailleurs, Prigojine n'a pas saisi au bon la balle que lui avait envoyée Poutine, puisque Poutine ne l'avait pas nommé par son nom, et il s'est enferré. Il a dit je ne me rendrai à personne, ni au président, ni au FSB, ni à l'armée. Donc là, les ponts sont rompus, et on peut dire qu'on est dans une situation qui va devoir être débloquée, parce que Vladimir Poutine ne peut pas accepter très longtemps un tel défi à son autorité, qui est non seulement celle du commandant en chef, mais celle du président de la République fédérative de Russie. Est-ce qu'il y a un risque militaire réel de voir Prigojine atteindre Moscou avec ses 25 000 hommes, chiffre officiel, et est-ce qu'il y a un risque réel de le voir prendre le pouvoir? Alors, je peux me tromper, mais je ne crois pas du tout. D'abord parce que entre Rostov et Moscou, il y a quand même quelques kilomètres. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier une chose très simple, c'est que les hommes de Wagner, ils sont efficaces parce qu'ils ont l'appui de l'artillerie et de l'armée de l'air russe. Là, s'ils avançaient sur Moscou,
ils n'auraient rien de cela, à moins qu'ils aient une partie de l'armée avec eux. Mais alors à ce moment-là, on entre dans une autre dimension, qui est une dimension on va dire, de seigneur de la guerre, on se retrouverait dans la Chine des années 1920, et ça serait tout autre chose. Or, ce qui frappe plutôt, c'est que Prigojine n'a pas été extrêmement diplomate depuis quelques jours, et qu'il n'a rien fait pour ménager l'armée russe, et ça n'est sans doute pas la meilleure façon de s'y prendre que d'attaquer nommément le ministre de la Défense et le commandant en chef, parce qu'après tout, si vraiment il y avait une ambition politique, une ambition de coup d'État, eh bien, il faudrait savoir de quel côté est l'armée, et il faut être sûr de la décapiter, ou alors on respecte les chefs. Bon. Je voudrais insister sur un point que je n'ai pas vu dans les commentaires, c'est que contrairement aux attentes des Occidentaux, on ne va pas... Imaginons que ce coup de Prigojine aille jusqu'au bout. Faisons une hypothèse. On n'assiste pas à une révolution de couleur. On assisterait à quelque chose qui ressemblerait à un coup d'État au nom d'une conduite meilleure de la guerre et d'une plus grande radicalité. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose que les Occidentaux n'ont pas compris depuis le départ, puisque leur rêve, c'est de renverser Poutine. Depuis le départ, ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus en Occident. Or, s'il n'y a plus Poutine, ils auront bien plus dur en face d'eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu pour l'instant dans les commentaires. À l'inverse, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que les adversaires traditionnels, on va dire libéraux de Poutine, ne l'ont pas du tout critiqué après son discours, au contraire, et ils ont dit qu'il leur paraissait nécessaire de mettre au pas Wagner et de rétablir l'autorité de l'État sur toutes les compagnies militaires privées. Donc on est peut-être dans un combat à front renversé, et avec un paradoxe, c'est que Poutine serait soutenu à la fois par les communistes, qui ont pris très clairement parti pour lui ce matin, et par certains de ses adversaires libéraux. Est-ce qu'il y a une possibilité que les Ukrainiens, les Américains aient retourné Wagner ? Alors, Wagner, je ne pense pas en tant que tel. C'est-à-dire que je pense que Wagner, d'abord, il faut pas oublier que Wagner, ce sont en partie des repris de justice à qui on a fait un contrat et qu'on a libéré pour qu'ils aillent se battre. Ensuite, ce sont des mercenaires. Alors, bien sûr, ils peuvent se vendre au plus offrant, mais il est probable que le statut des hommes de Wagner soit très ambigu parce qu'ils étaient déjà partiellement sous commandement de l'armée russe. On a dit, par exemple, ce matin qu'il y avait certaines localités où il y avait des Wagner qui n'ont pas bougé ou qui se sont rendus à l'armée russe. Donc ça, on ne sait pas. En revanche, Prigojine. Alors, d'abord, il faut se rappeler que Prigojine n'est pas un soldat. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui donc aime l'argent. Voilà. Et le méchant. Je ne fais pas de commentaires, surtout au courrier des stratèges où nous pensons que c'est bien d'être entrepreneur, mais nous pensons aussi que c'est bien que les entrepreneurs aient une éthique. Et là, il n'est pas sûr que Prigojine ait une éthique absolument assurée. Voilà. C'est difficile de le dire. Deux points. Je reviens sur les Pentagon Leaks là, dont nous parlions, puisque il y a bien des mentions suspectes de tractation entre Prigojine et les Ukrainiens. Ça pose des questions. Ensuite, j'ai cité dans le papier que j'ai publié ce matin une analyse que je trouve éclairante a posteriori et qui montre ce qui travaille la société russe actuellement. C'est un officier russe sur le front qui est actuellement actif dans la contre-offensive et qui dit à l'administrateur du canal Slaviangrad sur Telegram, qui veut dire ville slave. Voilà, et c'est un des très bons canaux, alors ouvertement pro-russe, hein, mais dont l'information est extrêmement fouillée. Et il lui dit est-ce que vous avez jamais pris conscience de pourquoi les Américains ont gagné la première guerre d'Irak ? Ils ont gagné la première guerre d'Irak parce qu'ils ont acheté les généraux irakiens. Alors, ce militaire dit ils ont réussi la même chose avec les généraux ukrainiens et ils se sont cassés les dents au début de la guerre du Donbass sur les généraux russes.
alors, est-ce que c'est un enjolivement du nationalisme russe? Il dit, même au pire du creux des années 90, jamais on n'a pu acheter un général russe, y compris pendant la guerre de Tchétchénie. Est-ce que ça veut dire en creux qu'il y a des interrogations sur Prigojine? Alors, moi je mets un gros point d'interrogation là-dessus, puisque soupçon n'est pas preuve, mais toujours est-il que ça travaille la société russe. Et alors là, je renvoie nos lecteurs à autre chose. On a vu un grossier montage ce matin de photos qui circulaient. Prétendument, le FSB aurait retrouvé des caisses avec des billets, des roubles, devant le QG de Wagner. C'est un petit peu comme les passeports qui étaient au pied du World Trade Center juste après l'attentat. Bon, plus c'est gros, plus ça passe, mais ça veut dire dans ce cas-là que les autorités russes ont l'intention de jouer avec ce sentiment diffus dans la société russe et d'alimenter l'idée que Prigojine peut-être a trahi et en plus a été vénal. Comment tu vois la suite de cette affaire Prigojine, sachant qu'elle évolue de minute en minute? Donc ce qu'on dit maintenant, dans 2 heures, ce sera peut-être plus vrai. Et dès qu'on aura fini l'interview, je retournerai pour alimenter le fil avec Simon et Modeste qui m'aident depuis ce matin et qui font ça très bien. Et donc, moi je crois que tout va dépendre de la rapidité avec laquelle Poutine résout la crise. Parce que c'est son autorité qui est en jeu. On est à un moment charnière, ça va peut-être nous amener à notre sujet du jour. On est à un moment charnière où l'armée russe s'affirme et où l'autorité de l'État se rétablit. Si Poutine laissait plusieurs jours traîner l'affaire Prigojine, si Prigojine n'est pas arrêté dans les 48 heures, à ce moment-là, ça va laisser un sentiment de profond malaise dans la société russe. Donc moi, je m'attends plutôt à ce qu'il y ait un coup assez rapide pour se saisir de Prigojine. Alors, tout ceci, quand même, Édouard, nous amène, tout ceci survient dans un contexte où, globalement, si je synthétise, moi j'y connais rien à tous ces problèmes, si je synthétise la situation, l'Ukraine de Zelensky a déclaré en gros qu'il mettait fin, ou en tout cas en pause, sa contre-offensive sur le front. C'est pas ce qui se passe sur le terrain. Il y a des attaques toujours. Mais est-ce que ces attaques sont victorieuses? Alors ces attaques pour l'instant ne sont pas victorieuses. Il y a souvent des avancées de quelques centaines de mètres ou d'1 ou 2 kilomètres ensuite les troupes russes reprennent le terrain après que l'artillerie et l'aviation russe soient intervenues. Donc on a pour l'instant une ligne de défense russe qui tient. Les Ukrainiens à aucun endroit n'ont réussi à parvenir jusqu'à la première ligne de fortification. Or il y en a 6. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, certains disent plus de 10 000 tués depuis le début de cette contre-offensive. Je rappelle qu'elle a commencé, pas très officiellement, mais dans les faits le 3 juin. Alors, moi je vais te dire ce que j'ai retenu, parce qu'on a convenu que nous allions avoir ce débat. Moi j'y comprends que goutte à toutes ces histoires, mais je vais faire quelques révélations aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a des gens du Quai d'Orsay qui nous parlent, et qui nous disent parfois, qui me disent mais Édouard Husson est trop pro-russe. Et moi qui suis respectueux des institutions et de la République et de feu le corps diplomatique, puisque officiellement il n'existe plus, vous êtes bien fait avoir les mecs. Est-ce que tu es pro-russe, Édouard ? Je ne suis ni pro-russe ni pro-ukrainien dans ce conflit, je suis pro-français. Alors c'est pas une réponse facile. Est-ce que ça veut dire patriote ? Patriote, c'est-à-dire que... Ça veut dire que tu aimes Florian Philippot ? J'ai décidé de le faire chier. J'aime bien Florian Philippot. Je suis mal levé, j'aime bien tout homme politique ou toute femme politique qui défend les intérêts français. Et donc tu es pro Marine Le Pen ?
Je trouve que Marine Le Pen, dans cette affaire, a été très digne sur cette histoire de guerre d'Ukraine, alors qu'elle était très attaquée sous prétexte qu'elle serait, elle aussi, pro-russe. Elle est restée vraiment à distance de la prise de parti. Il me semble que c'est conforme à ce que devraient être les intérêts de la France, c'est-à-dire ne pas intervenir ni du côté russe ni du côté ukrainien et essayer une médiation. Et de ce point de vue-là... Est-ce que tu es pro-Marion Maréchal ? J'ai de très bonnes relations avec Marion Maréchal. Tout le monde sait que j'ai été un des fondateurs de l'ICEP. Je suis actuellement impliqué comme professeur et j'assiste le directeur de l'ICEP dans le développement de l'école. Mais par ailleurs, alors c'est pas un secret, sur ce conflit, j'ai une divergence d'opinion avec elle. Elle me trouverait presque pro-russe. Est-ce que tu es pro Nicolas Dupont-Aignan ? Nicolas Dupont-Aignan me semble tous les faire. Me semble lui aussi avoir eu une position très digne depuis le début du conflit, avec une position fidèle au gaullisme qu'il professe. Est-ce que tu es, je les fais tous par tous, comme les élections, on n'en oublie pas un pour pas en favoriser un ou l'une plutôt que l'autre. Est-ce que tu es pro François Asselineau ? Je trouve qu'Asselineau a un mérite. Il rappelle depuis des années qu'il ne faut pas se préoccuper seulement de l'Union européenne, il faut se préoccuper aussi de l'OTAN. Et lui, il est pour la sortie des deux. Et je trouve que c'est une position intellectuellement très cohérente, et on l'a vu dans ce conflit, puisque on a bien vu que c'est le point de vue de l'OTAN qui l'a emporté au sein de l'Union européenne. Alors ensuite, je peux avoir des désaccords sur la mise en œuvre d'un éventuel OTAN exit ou Frexit tel que Asselineau les propose. Je pense qu'il ne suffit pas de dire on a un objectif, surtout un double objectif et on va y arriver, mais ça fait partie de la discussion politique. Bon, est-ce que on va tous les faire parce que je veux qu'ils sortent. Il m'épargnera personne. Je veux qu'ils sortent de ces gonds. Est-ce que au sein de la rédaction du Courrier, il y a des divergences d'appréciation sur la situation russe ? Alors, je pense que nous avons un débat qui est tout à fait fécond. D'abord, je connais assez bien le fondateur et directeur du Courrier qui s'appelle Éric Verhaeghe et qui régulièrement me pose la question de savoir si je ne suis pas pro-russe, et c'est toujours utile, c'est un garde-fou, on va dire. Et puis, nous avons une vraie discussion avec Modeste Schwartz qui me soupçonnerait. Alors lui, c'est encore pire. Il me soupçonne d'être pro-Poutine. J'ai trouvé pire que moi. Voilà. Et il me dit qu'en gros, je n'ai pas compris que Vladimir Poutine n'est pas en fait un adversaire du Great Reset, que son objectif, c'est de faire plus de place à la Russie dans un monde qui suivrait les principes du Great Reset. Donc, au fond, Poutine sera un mondialiste, mais un mondialiste de l'Est, au lieu d'être un mondialiste de l'Ouest. Alors, là où le débat... Je suis assez d'accord avec Modeste. Voilà, et alors simplement, moi, j'en suis arrivé, j'ai amené Modeste un jour à une question à laquelle il m'a répondu qu'à moitié. Je lui ai dit, mais avec ton raisonnement, De Gaulle était un mondialiste de l'Ouest, mais simplement avec une petite divergence. Voilà, il m'a pas dit non. Donc ça m'a ennuyé parce que je me suis dit... Eh bien, Modeste. Je me suis dit, là, on a une vraie divergence. On fera, puisqu'on parle des absents, mais on fera un rendez-vous à Constantinople, on a dit, au mois de septembre, avec Modeste, puisque Modeste, personne ne sait où il vit, et à commencer par nous. Mais c'est vrai qu'il y a des divergences. Mais alors, moi, régulièrement, en fait, je me dis, Édouard, on se dit tout, Édouard, il fait des informations sur l'Ukraine, qu'il présente comme les résultats d'une analyse, et en réalité, c'est un pari. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire des paris
sur la situation en Ukraine. Alors, je vais répondre oui et je vais expliquer. Mais peut-être faut-il, avant de parler de l'analyse des paris, etc., peut-être faut-il expliquer les prémices de ma réflexion, parce qu'ils ne sont pas forcément partagés et que... Notamment par moi, mais ça va être l'occasion de se le dire. Je suis pas sûr si je les ai explicités. Je crois que il se trouve que je suis historien du nazisme et que j'ai c'est de la déformation professionnelle. Beaucoup travaillé sur la guerre germano-soviétique. Et j'ai eu l'occasion de prendre conscience de l'ampleur du désastre pour l'Union soviétique qu'a été la guerre germano-soviétique. Alors, d'un côté, l'Union soviétique a gagné cette guerre, mais de l'autre, cette guerre a été d'une brutalité inouïe de la part de la Wehrmacht. Et je rappelle pour ceux qui nous regardent que de la part des Allemands, tu veux dire? Des Allemands, mais juste, je voulais dire de la Wehrmacht, c'est-à-dire pas simplement des SS et des nazis. Pas simplement les Einsatzgruppen. Pas simplement les Einsatzgruppen. Il y a quelque chose qui n'est pas connu, c'est que le 2 mai 1941, Göring préside une réunion qui s'appelle la réunion sur le pacte de famine, vous allez voir ce qui est décidé à ce moment-là, et Göring a autour de lui des représentants de l'état-major de l'armée, des représentants du ministère de l'Agriculture, des gens de son ministère du plan de 4 ans qui était en fait le ministère de l'économie, et ils se mettent d'accord sur le fait que pour que les Allemands n'aient pas faim pendant la guerre, il faudra que 30 millions de Soviétiques meurent, soient privés de nourriture. Donc il faut avoir, et alors c'est encore plus saisissant que le procès verbal de la conférence de Wannsee, puisque à Wannsee les choses sont dites à moitié, alors que là c'est dit explicitement, c'est assumé. Et donc tout ça pour insister sur le fait que l'Union soviétique, donc pas simplement la Russie, d'ailleurs aussi l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan et beaucoup d'autres sociétés, ont payé un prix extrêmement fort. Je rappelle qu'il y a eu non seulement les 3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques morts par famine ou mauvais traitement dans les camps, un véritable génocide, si on appelle les choses par leur nom, mais aussi les 9 à 10 millions de soldats tombés sur le front, plus 14 millions de civils qui sont morts des conséquences de la guerre entre 41 et 45, donc 27 millions de soviétiques. Et je pense qu'à l'Ouest, en Europe de l'Ouest, nous avons oublié cette réalité-là. Et si on ne connaît 27 millions sur combien d'habitants? Il y avait à l'époque, la Russie avait à peine, elle avait un peu moins d'habitants, l'Union soviétique. Alors, non, si on parle de l'Union soviétique, on était de mémoire à peu près à 180. Donc c'était un sixième. C'est-à-dire l'équivalent de 10 millions, un peu moins, 7 ou 8 millions de Français. C'est comme si on avait eu 7 ou 8 millions de Français morts en 40. Alors, rapporté à la population française de l'époque, disons, c'est comme 40, si on avait... 40 millions. Oui, 40 millions, c'est ça. C'est si on avait eu 7 millions de morts, exactement. Donc, il faut avoir ça en tête pour se rendre compte... on en a eu 1 million à peu près, c'est ça, entre civils et militaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un peu moins. On a eu aux environs de 450 000 morts en tout. Y compris les civils. Oui, tout à fait. Mais en revanche, pendant la Première Guerre mondiale, la France a perdu 1 300 000 personnes. Donc c'est comme si entre 40 et 45, on avait eu en gros 15 fois plus de morts que ce que nous avons eu. Voilà. Donc il faut avoir ça en tête parce que on ne comprend pas le comportement. La hargne. Pardon ? La hargne. Mais surtout l'ensemble des réactions, y compris le souci des Russes de perdre le moins d'hommes possible dans cette guerre. Et ça, quand on va en venir tout à l'heure à l'analyse de la stratégie, je pense que ça va être très important. Alors ça, c'est le premier élément. Je dirais ça, c'est un élément intellectuel, mais qui a quand même une dimension émotionnelle. Alors ensuite, venons-en à l'émotion, effectivement. Il se trouve que moi, je suis allé souvent en Ukraine, il y a une quinzaine d'années. Et
j'ai parcouru, puisque je faisais partie d'un projet de recherche sur, Le fameux père Desbois. avec le père Patrick Desbois sur la Shoah par balle, j'ai parcouru la campagne ukrainienne, des petites villes, ce qui fait que beaucoup des noms que nous entendons, c'est pas simplement pour moi des noms sur une carte, ce sont des lieux que j'ai réellement vus. Et donc, depuis le début de ce conflit, je suis profondément touché par tout ce que j'entends et je me dis, c'est terrible ce qui arrive à ces gens que j'ai rencontrés. D'ailleurs, j'ai souvent des visages en me demandant, est-ce qu'ils vivent encore, ces gens-là? Et donc, mon premier réflexe, c'est de dire, arrêtons cette guerre le plus vite possible. Alors, parce qu'ensuite, on va l'expliquer tout à l'heure, j'avais fait un pari sur ce que serait le résultat de cette guerre. On y reviendra tout à l'heure. Bon, mais j'ai ça en tête. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour le premier anniversaire de la guerre, j'ai écrit un texte sur le peuple ukrainien et en expliquant pourquoi les Occidentaux, d'abord, ne connaissaient pas les Ukrainiens et ensuite ne se rendaient pas compte qu'ils avaient tout fait pour empêcher l'Ukraine d'être un État viable, puisque moi, l'expérience que j'ai faite il y a 15 ans en voyant l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est, c'était que la seule façon que ça devienne une nation, c'était la neutralité. Or, les Occidentaux ont voulu la faire basculer vers l'Ouest, ce qui fait que par réaction, les Russes se sont préoccupés du sort des Ukrainiens de l'Est, et là, l'engrenage fatal était enclenché. Alors, si on reste dans l'émotion, effectivement, j'ai pas moins d'affection pour les Russes que pour les Ukrainiens, parce que effectivement, je suis un grand admirateur de la culture russe. Je suis pas le seul. Je me cache pas d'apprendre le russe parce que je trouve que c'est une langue magnifique et que j'aime apprendre les langues. J'apprends le russe, oui, tout à fait. Et tu parles déjà grec? Tu as fait du grec? J'ai fait du grec ancien, oui. C'est la même chose. Non, je suis pas tout à fait. Et puis j'ai fait de l'allemand, et puis j'ai fait d'autres langues, mais voilà, pour moi, ça fait partie des grandes langues de culture européenne et que j'admire profondément. Donc, effectivement, je suis profondément blessé depuis le début de ce conflit par le fait que c'est une guerre entre Européens et que cette guerre, les Européens de l'Ouest n'ont rien fait pour l'empêcher. C'est ça mon obsession depuis le départ. Alors, ce qui fait, effectivement, et là je vais me confesser, je n'ai absolument pas adhéré au storytelling, pour parler comme les Américains. Tu seras béni, mon fils. De l'Ouest, et je ne crois pas une minute, je connais trop l'Ukraine pour croire au récit sur un peuple libre qui se défendrait. On pourra un jour faire une interview, je pense que ça serait intéressant, sur ma perception de la société ukrainienne, ce que j'ai vu à l'époque, ce que je comprends aujourd'hui, et j'aurais, je pense, un point de vue plein d'empathie pour les Ukrainiens, mais pas très gentil pour le régime en place. Oui, mais la question, en fait, c'est celle que tu viens de poser, c'est tu es un conservateur. Les conservateurs me reprochent suffisamment, ou en tout cas me font suffisamment sentir que moi je ne le suis pas. Je suis bien conservé, mais pas conservateur. Marrante celle-là. Tu es un conservateur. La question, c'est est-ce que tu as une proximité idéologique avec les discours très conservateurs en public de Poutine? Alors, je ne sais pas si je suis conservateur. En tout cas, avec les années, j'admire toujours plus le général de Gaulle. Est-ce que de Gaulle était conservateur? Voilà un beau sujet pour les historiens. Ce que je constate, c'est qu'il y a un point fort dans la vision politique étrangère de Gaulle, c'est l'idée que la Russie doit faire partie de la sécurité européenne, premièrement. Deuxièmement, je partage profondément l'idée qu'il faut un équilibre des puissances en Europe et dans le monde, et donc effectivement je ne suis pas un grand ami de l'hégémonie américaine. À partir de là, conservateur, je ne sais pas ce qu'on peut dire à ce propos. Moi, si je prends beaucoup de conservateurs français actuellement, je remarque que beaucoup sont pro-ukrainiens et que... Comment ça se fait ? Alors, je dirais, chez certains, il y a un réflexe identitaire, c'est-à-dire la Russie est-elle vraiment européenne? On ne sait pas. L'Ukraine, nous sommes sûrs. Ce qui, à mon avis, est une erreur d'analyse, mais j'entends. Et deuxièmement, je pense que beaucoup de conservateurs ne se rendent pas compte que dans le monde entier, aujourd'hui, en dehors de l'Occident, il y a
soit de la neutralité, soit un parti pris favorable à la Russie dans cette guerre. Pourquoi ? Parce que la manière dont les États-Unis, pendant 30 ans, ont écrasé le monde de leurs exigences, ont dominé avec le dollar, eh bien, n'était plus supportable. Tout le monde attendait qu'il y ait un pays suffisamment fort militairement pour mettre le haut là. C'est la perception qu'on a en Afrique, c'est la perception qu'on a dans beaucoup de pays d'Asie, c'est la perception qu'on a dans beaucoup de pays d'Amérique latine, sinon tous. Donc ça, je pense que les conservateurs français ne le voient pas. Et alors, moi, il y a quelque chose qui m'amuse par ailleurs, c'est que ils vont nous expliquer que le wokisme c'est horrible, que ils vont être contre les fameuses valeurs européennes ou progressistes, je ne sais pas comment on les appelle. Or, s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que paradoxalement, une victoire de l'Ukraine, qui serait une victoire des États-Unis, renforcerait l'emprise de l'idéologie progressiste sur l'Europe, et le reste du monde ne veut pas de ces valeurs progressistes. On aime ou on n'aime pas, mais en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour des motifs différents, dans des cultures différentes, on pense que la famille est une réalité, on pense qu'on ne croit pas à l'hyper-individualisme occidental. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que les conservateurs français sur ce conflit soient toujours très, très cohérents. Ajoutons autre chose, moi ce qui m'effare, c'est le fait que l'Union européenne, héritière de la communauté européenne, qui était normalement faite pour la paix et pour assurer la paix du continent, soit aussi belliciste, en tout cas par la figure de ses représentants au niveau fédéral, comme Ursula von der Leyen, pour ne citer qu'elle. Mais je reviens à ma question. Quand un Poutine dénonce la décadence de l'Occident, ce qui lui arrive finalement assez régulièrement, c'est une corde sur laquelle il joue volontiers. Est-ce que tu te reconnais dans ce discours ? Alors, je pense qu'il a raison. Je vois bien ce qu'il désigne. Et en France, je me bats pour effectivement éviter que les idées progressistes l'emportent. Mais je vais donner un autre exemple où Poutine prend à contre-pied les conservateurs français sur la question de l'islam. Sur la question de l'islam, Poutine est extrêmement détendu. Il dit voilà ce qu'est la Russie, les musulmans ont une place. Il y a beaucoup de conservateurs français. Kadyrov. Voilà, il y a beaucoup. Et je pense d'ailleurs, si on prend le cas d'un Éric Zemmour, sa raison pour laquelle il a basculé d'une certaine russophilie à un soutien à l'Ukraine à la fin de sa campagne présidentielle, c'est qu'il a été horrifié par la place de Kadyrov dans le dispositif de Vladimir Poutine. Ah oui, je l'ai vécu presque en direct. Mais pourquoi il n'aime pas les barbus ? Non, c'est simplement, je pense qu'il y a une idée simple, c'est la question de savoir si l'islam, si on peut coexister ou pas avec l'islam. Alors Poutine dit oui. En même temps, Poutine prend les moyens de se faire respecter et il dit « je suis fier d'être russe, je suis fier d'être chrétien orthodoxe ». Bon. En France, beaucoup de conservateurs disent non. La question que pose l'attitude de Poutine, c'est est-ce que ça n'est pas parce qu'en France, personne ne dit « je suis fier d'être français, je suis fier d'être chrétien ». Voilà, c'est une question qu'il faut poser par ricochet. Mais encore une fois, alors là, je finis de répondre à la question. Je ne prends, dans la politique étrangère, je ne prends jamais en compte le système de valeurs dominant d'un pays. Je déteste la Chine communiste, comme communisme. Je constate actuellement que la Chine contribue à l'équilibre du monde et qu'elle évite l'hubris américaine. Bon, c'est pas pour autant que je vais donner un blanc-seing à M. Xi Jinping. Je ne voudrais pas vivre sous l'autorité de M. Xi Jinping. Je n'aime pas beaucoup, voire pas du tout, Erdogan. Je pense pas que j'aurais envie de vivre sous le régime d'Erdogan. Mais je pense que actuellement, Erdogan joue un rôle utile avec son ambiguïté entre la Russie et l'Ukraine. La diplomatie, c'est ça. Et donc, Poutine pourrait être progressiste s'il était opposé à une Amérique conservatrice mais totalement impériale. J'aurais quand même de la sympathie pour un combat favorable à l'équilibre des puissances. C'est pas le conservatisme qui m'attire chez Poutine. Est-ce que
ton respect pour Poutine, on va le dire comme ça, a parfois nui à ton objectivité ou à ta distance critique dans l'analyse de la guerre en Ukraine? Je vais prétendre que non, et L'hubris. l'illustrer très clairement. Je vais être très concret. Je lis, pour faire la veille que le Courrier publie, je lis quotidiennement des sources ukrainiennes, des sources américaines, des sources russes, des sources asiatiques, de manière à essayer d'avoir un tableau global. Prenons l'exemple de beaucoup de sources russes sur Telegram. On a un certain nombre de stratèges de salon. Alors, qui sont passionnants parce qu'ils ont une connaissance des opérations militaires tout à fait détaillée. Moi, j'aimerais bien avoir le même temps qu'eux. Au passage, je me demande qui les paye. Mais bon, ça, c'est une autre question. Tu mets qui là-dedans? Je mets les gens comme Ribard, je mets tous ces Colonel Kassad, etc. Je les trouve remarquables, tous ces gens-là. Mais je suis quelquefois étonné. Prenons aussi un Français qui est parti là-bas et qui, Erwan Castel, fait beaucoup de bonnes choses. Et c'est remarquable ce qu'il fait. Mais quelquefois, je me dis, c'est bien de critiquer les décisions prises par le commandement et donc par Poutine, mais ils partent du terrain. Ont-ils seulement la vision d'ensemble, la vision globale? Donc, moi, je ne fais pas la part belle à Poutine. Si Poutine fait de grosses erreurs, il m'arrive de le dire. En revanche, j'essaye de me demander ce qu'un président russe, peu importe s'il s'appelle Poutine ou autre, dans ce conflit, a comme vision globale des choses. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il a bien sûr la question de la guerre en Ukraine même, mais il a aussi la question de savoir si en Asie centrale, la CIA n'est pas en train de fomenter un ou plusieurs coups d'État. Il a la question de savoir comment réagissent les États du monde, donc le travail de Lavrov est absolument essentiel pour lui. Il a la question de savoir comment on résiste aux sanctions. Il a la question de savoir comment la directrice de la Banque centrale russe, qui était très pro-occidentale, est-ce qu'elle est loyale maintenant qu'il y a le régime de sanctions? Il l'a maintenu en place à l'étonnement de tout le monde, etc., etc. Et donc, je pense que le fait de m'intéresser à Poutine me permet d'avoir une vision globale. Mais j'essaye de réfléchir de la même manière globale pour comprendre ce que les États-Unis ont en tête. Alors, j'ose pas dire Joe Biden parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est lui qui est aux commandes, mais les stratèges américains, prenons Anthony Blinken, qui a l'air d'être, vu la faiblesse physique de Biden, on a l'impression actuellement que c'est Anthony Blinken le vrai personnage fort aux États-Unis, et c'est intéressant parce que c'est un néoconservateur, et ça explique la radicalité du point de vue américain. Je m'efforce de voir comment il analyse les choses. C'est la raison pour laquelle il y a une semaine, j'ai fait un article en imaginant les scénarios américains pour troubler le jeu russe, puisque là on semble se diriger vers une victoire militaire russe à une échéance impossible à déterminer, mais l'échec de la contre-offensive ukrainienne est flagrant. Donc à partir de là, que peuvent faire les Américains? J'ai imaginé différents scénarios. L'un d'eux, c'était une frappe sur la Crimée. D'ailleurs, il y a bien eu une frappe sur la Crimée avec les Storm Shadows, ou les Scalps plutôt, qui sont l'équivalent français, sur un pont qui relie Kherson à la Crimée. Mais visiblement, c'était pas ça. J'avais manqué un gros coup américain possible. Peut-être que ce sont les Américains qui ont retourné Prigojine. Peut-être. En tout cas, ça vaut la peine de poser l'hypothèse. Dans cette affaire, j'entends bien, Edouard, ce que tu dis, mais est-ce que tu nous garantis ta totale indépendance financière vis-à-vis de Poutine? Ah oui, ça oui, il n'y a pas de... Je ne suis... Prouve-le. Je vais peut-être me retrouver comme Wagner, avec des caisses de roubles devant ma porte et une photo qui sera prise. Je te souhaite d'avoir autre chose que des roubles. Mais non, je n'ai... et alors, ça c'est très important de le préciser. Je n'ai eu aucun contact avec des officiels russes. Par exemple, je n'ai pas été invité, et je n'ai pas souhaité être invité à l'ambassade de Russie depuis le début de ce conflit. Alors, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un voyage français
Français en Russie, nous n'en étions pas. Oui. Il y a eu plein de gens qui sont officiellement indépendants qui y sont allés. On en sortira la liste un jour. Mais nous n'y étions pas. Je vais donner un exemple. C'est sans doute très sympathique qu'il y ait un mouvement dit des russophiles dans le monde, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, tant que ce conflit n'est pas terminé, si je veux garantir l'indépendance de mes points de vue, je ne peux pas participer à quoi que ce soit qui ait l'air de prendre parti. On fera peut-être la liste de ceux qui sont partis en Russie il y a quelques mois. Est-ce que tu t'es trompé parfois? Parce que quand je t'écoute, tu as raison. Moi souvent, et je vais le dire devant les gens, de temps en temps, ils m'agacent parce que non, mais Poutine, c'est prévu. Est-ce que parfois tu t'es trompé? Alors, je me suis plusieurs fois trompé, oui. La première fois, c'est que je n'ai pas compris tout de suite. Ça, c'est l'Américain Scott Ritter qui me l'a fait comprendre au bout de 3 ou 4 semaines. Je n'ai pas compris tout de suite que les Russes n'avaient jamais eu l'intention de prendre Kiev. Je n'ai pas vu tout de suite qu'ils étaient entrés à 1 contre 3 en Ukraine, ce qui n'était pas favorable à une conquête complète du territoire. Ça n'est que progressivement que j'ai compris qu'il y avait eu une feinte sur Kiev de manière à occuper l'armée ukrainienne au nord et pouvoir conquérir les territoires qui sont au nord de la Crimée, qui sont au sud de l'Ukraine, assez rapidement. Je n'ai pas vu du tout venir l'offensive sur Kharkov des Ukrainiens. Je n'avais pas compris combien les Américains tenaient à reconstituer une armée ukrainienne, une nouvelle armée ukrainienne qui était bien formée et qui effectivement a surpris les Russes à un point du front où ils avaient un très faible rideau de défense. Je peux dire aussi que là, l'affaire Prigojine, je ne l'ai pas vu venir. J'ai même, il y a 3 semaines, publié un article où j'imaginais une certaine connivence entre Prigojine et Poutine. Visiblement, elle a disparu vite. Voilà. Elle s'est évanouie. Mais alors, je vais donner un autre fait et qui va aller, je vais faire mon autocritique. J'ai écrit 2 mois avant cette guerre, ou 3 mois avant cette guerre, qu'elle n'aurait pas lieu. Et j'assume cet article, il est toujours lisible sur le courrier des stratèges. Pourquoi me suis-je trompé? Je me suis trompé parce que... Pourtant, je suis témoin du fait que tu avais eu des informations début janvier annonçant qu'elle allait avoir lieu. Oui, mais je parle de ce que j'ai écrit en novembre. Je parle de ce que j'ai écrit en novembre avant. C'est jeune. Je me suis trompé. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que les Américains et les Britanniques, parce que c'était surtout eux qui étaient en jeu, étaient assez fous pour se lancer dans une aventure militaire dont j'étais depuis le départ convaincu qu'ils la perdraient et que l'Ukraine ne pouvait pas la gagner. Donc je me disais, et alors si j'ai à me critiquer, je pense que je suis souvent trop rationnel dans mes analyses. Je sous-estime l'irrationalité humaine. Alors je peux aussi la sous-estimer du côté russe. J'ai pas vu venir le coup de Prigojine. Début janvier 2022, nous étions ensemble, nous avons entendu qu'il y aurait dans les 6 semaines un réveil russe. Et effectivement, alors ensuite quand on s'est rapproché de la fin février, j'ai été comme tout le monde surpris du démarrage effectif de l'offensive, mais j'ai très bien compris ce qui se passait, en particulier le 19 février à la conférence sur la sécurité de Munich. Zelensky a dit qu'il voulait des armes nucléaires pour l'Ukraine et que si les Occidentaux ne les lui donnaient pas, il s'en préoccuperait lui-même. Et là, ça devenait évident que c'était inacceptable pour les Russes. Donc effectivement, mais je ne cherche pas à cacher et justement, on progresse dans l'analyse que j'ai été persuadé très tard que cette guerre n'aurait pas lieu. Bon, ensuite, on pourra trouver d'autres éléments. Le 9 février, nous avons une réunion avec plein de gens. Tu te souviens? Moi, j'avais dit qu'il allait attaquer.
Voilà, tout à fait. J'étais tout seul. Alors, j'ai autre chose à dire aussi. Là, vous allez voir, je vais essayer d'amadouer notre intervieweur. Ah, enfin, donne-moi tes roubles. Sors l'argent de tes poches. Je vais essayer de l'amadouer. Sors l'argent de Poutine. Je savais intellectuellement que la Russie avait les missiles hypersoniques. Mais c'est l'article que tu as écrit très tôt, deux jours je crois après le début du conflit, où tu parlais de la supériorité que donnaient à la Russie et à la Chine les armes hypersoniques, et tu t'interrogeais sur leur possible utilisation et tu te demandais si les Occidentaux se rendaient compte des risques qu'ils prenaient. Et ça, c'est l'article qui m'a fait prendre conscience il fallait que j'insère le facteur beaucoup plus de manière centrale dans l'analyse. Alors là, je vais essayer de retomber sur mes pieds, on va voir s'il réagit. Ce qui m'a permis de développer un article global dans lequel j'ai justifié la lenteur de l'offensive russe par le fait que Poutine, ayant l'arme hypersonique, je pensais que le temps jouait pour lui. Pour l'instant, il n'a pas encore d'objection. Non, mais j'ai pas ça que j'objection, c'est que moi, tu connais ma position. Je suis convaincu depuis le début que souvent les guerres sont le fait de la bêtise. Il y a un excellent bouquin sur l'opération Barbarossa qui est sorti récemment, qui montre comment à la fois les Allemands et les Soviétiques ont sous-estimé les uns les autres leur envie d'en découdre. Et je suis convaincu que nous vivons cela aujourd'hui, et je suis convaincu que les Américains pousseront la folie jusqu'à obliger Poutine à faire une frappe de missiles hypersoniques nucléaires qui seront destructeurs. Je me trompe souvent, donc j'espère me tromper, mais j'ai cette conviction profonde. Je pense, alors c'est un sujet intéressant, je crois qu'il n'a pas besoin que ces missiles hypersoniques aient une charge nucléaire, puisque pour la bonne raison que le missile hypersonique est un stade maintenant premier de la dissuasion, qu'il a cet avantage d'être aussi destructeur qu'une arme nucléaire sans la radioactivité si on lui met une charge conventionnelle. Et je pense que la question, c'est de savoir si les Américains poussent Poutine jusqu'à effectuer une frappe hors des frontières de l'Ukraine. C'est ça pour moi la question. Par exemple, détruire un aéroport sur lequel il y a des F-16, comme certains responsables russes ont pu l'annoncer. Mais l'avenir nous le dira. Nous sommes encore là pour en parler. Si nous sommes encore là. Moi, je serais Poutine, je le ferais, mais je ne suis pas Poutine et il n'est pas moi. Tu t'es entendu. Toi, tu te prends pour Poutine. Je me prends pour Poutine. Et gratuitement en plus. Bon, Édouard, ce serait bien qu'on ait régulièrement ce genre de glasnost entre nous, d'opération de transparence. Oui, bien sûr. Parce que je crois que c'est important de dire d'où on parle, parce que c'est pas toujours évident pour les gens de savoir d'où on parle. Ton pronostic, on essaye de faire une autre vidéo cette semaine puisque la situation accélère. Je pense qu'il faudra faire la vidéo pour une double raison. La première, c'est que l'affaire Prigojine, soit elle va prendre une ampleur gigantesque et à ce moment-là, il faudra en parler, soit elle sera résolue très rapidement et Poutine réaffirmant son autorité. Il faudra aussi en parler parce que ça voudra dire un pouvoir consolidé dans ce cas-là, ou bien soit un pouvoir affaibli, soit un pouvoir consolidé. Il n'y aura pas de solution intermédiaire. Et puis, ce qui frappe aujourd'hui, c'est que la guerre continue. Quoi que disent les Ukrainiens, il y a eu ce matin et cet après-midi, il y a une heure de plus là-bas, il y a eu des affrontements. Pour l'instant, l'offensive ukrainienne s'est brisée sur les défenses russes comme sur un mur. La question qui va se poser, oui, alors il y a un point qu'on n'a pas mentionné, qui est nouveau par rapport à la semaine dernière, c'est que au nord, dans les territoires qui ont été perdus vers Liman, Lysychansk et Kupiansk, là, les troupes russes, elles, ont contre-attaqué et ont reconquis du terrain cette semaine. Et ça a surpris les observateurs. Donc tout ça, il va falloir le suivre effectivement. Mais je reviens à ce que tu disais à l'instant, on est dans une situation éminemment dangereuse parce qu'on ne sait pas jusqu'où les uns et les autres sont prêts à aller, et en particulier
les Américains sont vraiment le dos au mur. On a vu Anthony Blinken aller voir Xi Jinping et être vraiment humilié par les autorités chinoises. Hein. Il a passé des heures avec le ministre chinois des Affaires étrangères. Il a été reçu par Xi Jinping. J'ai publié la photo où on voit Xi Jinping qui retire le bras et oblige Blinken à faire un pas de plus vers lui. Et en même temps, à peine Blinken était-il rentré aux États-Unis qu'il a recommencé à dire du mal des Chinois. Donc on voit bien qu'on a affaire à beaucoup d'irrationnels. Et est-ce que du coup il faudra un coup d'éclat en Ukraine? Est-ce qu'il va y avoir une attaque sur Taïwan? Est-ce que les républicains américains poussent à déclencher une guerre contre les cartels de la drogue au Mexique? On est vraiment à un moment très dangereux des relations internationales. Comme vous le voyez, nous tournons la page de l'ordre mondial établi en 1945. C'est une affaire passionnante. On s'en reparle très prochainement. À très bientôt, Eric. Et puis tu nous diras le cours du rouble ce jour-là. Hein. Exactement.